Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Partie 2, donc, où on va traiter ici des cryptos. J'insiste bien sur le fait que c'est partie 2, parce que donc certaines des choses qui ont été vues et abordées en tout cas dans la première partie, donc la partie plus marché traditionnel, vont être revues ici, mais bien évidemment pour éviter la redite, je vais passer très très succinctement sur ces différents points qui sont d'une importance cruciale dans la compréhension du forecast crypto qui sera fait. Donc j'entends bien ici qu'il me semble nécessaire de voir la partie 1, même si vous n'êtes intéressé éventuellement que pour la partie crypto. Juste parce que pour la compréhension globale, ça sera absolument essentiel de comprendre certains des points qu'on reprendra ici. Donc évidemment, je vais juste les reciter, mais je ne vais pas les redévelopper comme ça a été fait dans la première vidéo. Donc ici, on se focalise sur les cryptos. Donc rappel des points essentiels qu'on va recycler ici dans cette deuxième partie. Donc toujours la même chose, rappel, pour faire un forecast de long terme, il ne suffit pas juste de sortir de son chapeau ce qu'on voudrait voir, ça n'a aucun sens. Et ici, le mieux que vous puissiez avoir, c'est un 50-50. Autrement dit, vous êtes plutôt en train de tirer la pièce et c'est pas comme ça qu'on investit durablement dans les marchés. Donc ici, rappel, il va donc falloir, si on est sur les UT de long terme, utiliser la base de toute gestion du risque, ça reste une stratégie technique. Donc on l'a dit ici, rappel, quelle qu'elle soit celle que vous utilisez. L'essentiel ici, c'est de ne pas en changer au gré du vent parce que votre stratégie est mise en échec. Une stratégie technique, comme toute stratégie, a une marge d'erreur et autrement dit, il est tout à fait normal qu'une stratégie technique, aussi bonne soit-elle, ait des échecs. Et donc, quand votre stratégie est mise en échec, ça fait partie en fait des statistiques. Il faut donc savoir accepter que l'imperfection fait partie du schéma. Donc, j'entends bien, l'erreur principale, ce sont les gens qui, en fait, à chaque fois qu'une stratégie est mise en échec, changent de stratégie au gré des vents. Là, en fait, il n'y a plus aucune constance, donc il n'y a plus aucun aspect statistique pris en compte quand on change les règles. En fait, il n'y a plus de stats. Donc ça, c'est le point important. L'autre, c'est donc dès qu'on est sur des structures de moyen terme, il n'y a pas que des structures techniques. Il va intervenir souvent des fondamentaux et ici, il faut trouver des modèles qui vous permettent au moins ici de cadrer votre prise de décision sur le biais fondamental pour éviter que ce soit le bon vieux fourre-tout que je vois malheureusement partout sur Internet et qui est extrêmement fatigant. C'est-à-dire là encore un manque de constance assez dramatique, à savoir des gens donc, qui vont recycler des modèles macro, etc., dans tous les sens, là encore au gré des vents, puisque tout comme un modèle technique sera évidemment inhérent à un taux d'erreur marginal totalement normal à tout système statistique, il en va de même sur les modèles macroéconomiques. Un modèle macroéconomique, c'est un modèle, il est donc imparfait et soumis à une marge d'erreur, lui aussi, elle aussi tout à fait normale. Donc l'idée ici, c'est de comprendre qu'il va falloir mettre en confluence plusieurs modèles, de préférence des modèles, ce qu'on dit non corrélés, c'est-à-dire qui ne viennent pas de sources statistiques identiques, sinon en toute logique, vous regardez juste plusieurs fois la même chose, mais sous un angle différent. Donc c'est pas très intéressant. Donc vraiment ici, pour qu'on ait un biais de dilution du risque statistique inhérent à chacun de ces modèles, il faut donc utiliser une combinaison de modèles dont les sources sont différentes. Puisque du coup, ici, on a dit, on dilue mécaniquement la probabilité de tomber en échec sur l'ensemble des systèmes, même si, encore une fois, c'est possible. Vous pouvez tout à fait avoir 3-4 systèmes qui fournissent une vision en confluence, et pourtant les trois vont échouer, même s'ils viennent de sources différentes. Donc c'est vraiment, encore une fois, de comprendre qu'on n'est pas dans la magie prédictive, mais dans simplement la dilution d'un risque statistique en utilisant des modélisations qui, de préférence, ont fait historique, c'est-à-dire il faut des modèles qui ont été éprouvés dans le temps, et surtout, il ne faut pas changer de modèle en cours de route si par malheur vous veniez à tomber en échec sur un de ces modèles, tout simplement parce que ça fait partie du jeu. Voilà, allez, bon, bref. Je vous ai ressorti mon vieux blabla statistique au début, mais il me semble important d'insister systématiquement là-dessus pour éviter de mettre de la poudre de magie dans les yeux des gens, parce que c'est pas l'intérêt ici. On est vraiment sur de la gestion du risque statistique en utilisant à la fois une stratégie de gestion du risque éprouvée depuis plus de 15 ans et d'un autre côté des modèles que, encore une fois, je ne change pas au gré du vent, aussi au biais de ce qui m'arrange ou ne m'arrange pas. Voilà. Allez, on répartit. Je vais donc, comme on l'a fait sur l'autre vidéo, faire un petit tour d'horizon rapide des différents modèles qu'on va utiliser ici pour que vous ayez donc une vision globale des différentes sources que je vais utiliser derrière. Et on finit dans la deuxième partie, bien entendu, dans la mise en perspective graphique de ces différents modèles pour chercher les fameuses confluences et essayer de trouver une vision cohérente d'un futur plausible. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire je connais l'avenir et je sais ce qui va se passer. Juste de dire, avec l'intelligence stratégique qui est apportée par la confluence de ces modèles, il semble plus que probable que ça aille dans ce sens-là, plus que l'autre. Tout simplement.
Allez, c'est parti. Donc, on va parler de pas mal de choses. Évidemment, donc, pour la stratégie technique, on va recycler pas mal de modèles ici, hein, mais comme toujours, tout est sourcé. Cette stratégie est entièrement publique et visible par tout le monde. Les règles qui sont établies ici ne vont pas au gré de ce que j'ai envie de voir et de ce que j'ai pas envie de voir. Ce sont des règles établies et je ne les applique que quand les contextes sont effectivement valides. Ces contextes, comme on l'a dit, sont bien cadrés et ne laissent que très peu, voire pas du tout, de degré de liberté d'interprétation personnelle aux traders. C'est le but ici. Donc, de supprimer le biais de lecture technique qu'on pourrait avoir éventuellement. Allez, on continue. Donc, un autre modèle, celui-là, donc recyclé un peu de celui que vous avez vu la dernière fois, hein, par rapport à la cycle de vie des actifs. Là, ici, on est sur la spécificité technique du cas d'application dans une rupture technologique. J'entends bien ici, donc, il faut qu'il y ait une technologie nouvelle en rupture qui va donc disrupter globalement un modèle existant. Donc, ici, il s'agit de comprendre que quand on a ces étapes donc, de révolution technique, on a à la fois des biais psychologiques, et qu'on va avoir ici selon celui-là de modèle dont on va parler juste après, mais les deux fonctionnent ensemble, hein, à savoir, donc, quand il y a possibilité de rupture technologique, d'accord, il doit y avoir donc deux choses. À la fois donc une rupture sur le modèle d'adoption, où on sait qu'ici donc il y a certains participants de marché qui vont intervenir à différentes étapes de maturité de la rupture technologique. On sait aussi que donc d'un point de vue cyclique, il y a une confluence de cycles qui se met en place. Donc en général une bulle de hype, hein, donc qui suit le cycle de hype de Gartner. Là encore un modèle éprouvé, documenté, tout ce qu'il y a, hein, voilà, et public et disponible donc à tout le monde. Donc c'est ce cycle que vous avez en rouge, hein, qui est constitué donc par un pic de hype. C'est celui qu'on avait vu d'ailleurs dans le modèle où j'avais parlé de la vie d'un actif, où certains actifs avaient donc une bulle de hype préliminaire quand ils ont généralement en plus donc des technologies disruptives. Donc en général, avec la confluence de ce pic de hype, si et seulement si évidemment on n'a pas affaire à une bulle spéculative, hein, j'entends bien, il faut qu'il y ait un fondement technologique réel, sinon c'est juste une bulle, hein, bulle de hype, et ici ça va crever quand on va arriver dans la phase où on va questionner la proposition de valeur et pivoter derrière vers une mise en application plus pragmatique, alors qu'évidemment, donc comme on le voit, les investisseurs de nature plus pragmatique interviennent dans cette seconde partie. Rappel, si on fait la confluence avec le modèle qu'on a vu dans la première vidéo, c'est généralement le moment où les investisseurs de croissance arrivent. On n'est plus sur les visionnaires du momentum ou les tech enthousiastes, mais généralement donc les financiers, VC et autres investissements à haut risque, mais au rendement évidemment, hein. Donc là, on arriverait théoriquement aujourd'hui dans la mise en place crypto, hein, donc suite à la bulle de 2018/21, puisque donc pour moi il y a deux bulles et on va en parler. 2018 pour moi c'est vraiment la bulle du Bitcoin, d'accord, c'est la découverte du stockage de valeur, les théories des 21 millions, l'inflation programmable, face à d'un autre côté des monnaies qui s'érodent au gré des vents de l'impression monétaire dont on a parlé dans la première vidéo, qui font partie naturelle du cycle maturité dans lequel sont les États-Unis aujourd'hui. L'impression monétaire est en croissance et elle ne va pas du tout s'arrêter. Mais attention, on arrive aujourd'hui dans la phase où cette impression monétaire a des mécanismes néfastes qui se voient aujourd'hui, on l'a dit, ça a considérablement accentué les disparités. On a déjà aujourd'hui les leaders populistes. À ce stade-là, ce qui va se produire, c'est que toute tentative d'impression monétaire va se solder par des révolutions et ou des guerres, hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc à ce stade-là, je n'attends plus aujourd'hui de magistrale impression monétaire aux États-Unis, et là encore, je suis complètement à contre-courant de la plupart des gens. Mais j'utilise un modèle pour baser cette conclusion. Encore une fois, je ne dis pas juste je suis contre les gens parce que je suis contre les gens. Je suis contre les gens parce qu'un modèle m'invite à penser de façon rationnelle qu'il n'y aura pas une impression monétaire débridée aux États-Unis dans cette phase mature du cycle. Parce qu'aujourd'hui, toute impression monétaire, outre le fait qu'elle soit suivie par les autres, pourquoi en 2020 ça a marché en fait aux États-Unis ? Tout simplement parce que le reste du monde s'est endetté en même temps. D'accord ? Maintenant, si aujourd'hui les États-Unis utilisent l'impression monétaire pour résoudre des problèmes nationaux, c'est là que ça va poser un gros problème. Parce que là, ça veut dire inflation immédiate et dévalorisation du dollar face aux autres devises. En 2020, tout le monde s'est endetté de manière drastique et les États-Unis se sont endettés bien plus que les autres par rapport à leur GDP, mais aujourd'hui, ils atteignent un niveau où on sait très bien que là, les effets sont immédiats sur l'inflation et sur la dévalorisation monétaire, hein. Donc, vraiment faire attention. Aujourd'hui, si tout le monde imprime de la même façon, ok. Par contre, si les États-Unis s'endettent eux-mêmes pour se sortir du marasme économique dans lequel ils sont, et que les autres ne font pas pareil, là, ça va avoir des effets extrêmement délétères sur les valorisations en dollars. Ça, on en a parlé. Le dollar, pour moi, est clairement survalorisé de l'ordre de 20 à 25% par rapport aux autres monnaies.
Et donc, attention à ce shift-là. Bref, donc, si je reviens, on va en arriver ici sur une notion donc, un petit peu plus pragmatique de l'adoption. Hors le cas Bitcoin, puisqu'on l'a dit pour moi, et donc la bulle de 2018, c'est Bitcoin. La bulle de 2021, c'est plutôt Ethereum. C'est-à-dire, mais en fait, on peut faire d'autres choses avec la crypto que juste créer 21 millions d'unités et brûler des quantités astronomiques d'énergie pour sécuriser ça. Même si, encore une fois, ça me paraît essentiel que donc, le proof of stake d'Ethereum et des autres alternatives crypto qui répondent à un besoin radicalement différent de celui de Bitcoin, est bien à une opposition face à Bitcoin. Pour moi, il est essentiel que Bitcoin reste proof of work et que ce soit même le seul, d'ailleurs. Puisque c'est pas du tout la même proposition de valeur. Pour moi, Bitcoin, on l'a dit vraiment, c'est un équivalent numérique de l'or. Il a une fonction dans laquelle la surface d'utilité est relativement mince, tout comme aujourd'hui, une très large partie des cas d'utilité de l'or ne sont pas industriels. C'est très clairement du stockage de valeur. Une très grande partie de l'or physique, il est stocké dans des coffres et il sert donc à rien d'autre que baquer de la valeur productive. D'un autre côté, Ethereum, c'est l'équivalent plutôt du carburant, comme serait l'équivalent du pétrole dans l'économie réelle. C'est un véhicule productif qui permet de mettre en place la production. Ce que fait Ethereum, on en parlera un peu plus tard, c'est donc sécuriser la valeur d'Internet. Tout ce qui a de la valeur, pour moi, sera sécurisé par Ethereum. Ça va donc, on va en parler après, le mécanisme de création de valeur financier va migrer probablement sur un insert de sécurisation Ethereum, mais pas que, encore une fois, beaucoup d'autres choses ont de la valeur bien au-delà du système financier. Donc j'entends bien, il faut que vous compreniez qu'il y a bien d'autres choses qui vont être imprimées et sécurisées sur le réseau Ethereum. Les étapes de la révolution, donc, comme on en a parlé, ici sont donc des biais psychologiques qui vont intervenir dans la phase de disruption. Donc quand on a des partisans de l'ancien monde qui sont disruptés face à des disrupteurs qui cherchent à prendre leur part du gâteau en bousculant un ordre établi. Donc ces premières étapes préliminaires, ils sont stupides, ils sont dangereux face à ces opposants qui disent ils sont allés trop loin, il va falloir les renverser. Donc ça, on l'a déjà vu largement. Donc Bitcoin a suivi cette phase-là en 2018. Ethereum, c'est la même chose. Je vous rappelle, Ethereum, c'était stupide, ça servait à rien, c'était dangereux. Et puis en 2021, oh merde, en fait, réellement, ce truc-là, enfin, ceux qui se posent la question se disent merde, en fait, il y a vraiment moyen quand même de produire des choses assez impressionnantes avec ces systèmes. Et donc bien de comprendre que face à cette prise de pouvoir, entre guillemets, prise de contrôle, on l'a vu, attention, clairement, en 2021, il y a eu cette forme d'euphorie, de déni total du risque. Je vous rappelle, des gens payaient des fortunes pour passer leurs transactions sur le réseau. Et évidemment, on l'avait dit à l'époque, nous, c'est clairement pas scalable ni durable, ça ne fait vraiment aucun sens. Donc attention, effectivement, à ces sentiments d'excès de confiance. D'un autre côté, on avait vu évidemment donc, les disruptés, d'accord, donc plutôt on va dire ici les institutions financières et autres qui se sont enfermées dans le de toute façon ça va mourir, leur NFT, leur machin, leur bidule, c'est vraiment de la merde, la DeFi, jamais ça ne fonctionnera, etc. etc. Évidemment, s'ensuit le crash, mais pendant le crash, ceux qui font leur travail comprennent qu'en fait, c'est inévitable. D'accord ? La technologie est là, elle est disruptive, encore une fois, j'entends bien, la technologie doit être disruptive. On n'est pas sur un apport marginal de valeur, on est clairement sur quelque chose qui détruit de près de 90% les marges existantes. Donc évidemment, on est sur quelque chose qui ne peut qu'arriver. Ça arrive derrière, donc normalement, la phase d'adaptation, celle dans laquelle on est, d'accord. Donc par rapport à Bitcoin, l'adaptation, elle s'est faite déjà, on va en parler après. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le ratio Ether-Bitcoin est allé chercher des plus bas, enfin des niveaux extrêmement bas, puisque donc l'adaptation face à Bitcoin a clairement été faite. Vous l'aurez vu aujourd'hui, nombre d'institutions proposent des produits structurés adossés en Bitcoin ou carrément du Bitcoin disponible sous différentes formes, les ETF, etc. Et évidemment, on a déjà passé cette phase où la plupart de ces acteurs se sont clairement imaginés que ça allait être back to business as usual, et certains se sont évidemment amusés à essayer de jouer la vengeance et la punition en essayant d'attaquer différents acteurs de l'écosystème. Et ça, évidemment, c'est une énorme connerie à ne pas faire, d'accord, de faire partie de ces trucs-là, puisque de toute façon, la finalité, c'est que c'était évident que ces trucs-là allaient s'insérer là où ils devaient insérer et remplacer les mécaniques qu'ils devaient remplacer, ou mettre à jour ce système-là. L'autre problème, évidemment, c'est que d'un autre côté, la désillusion arrive. Et aujourd'hui, pour moi, Bitcoin est vraiment dans ces phases très, très avancées, où très franchement, en fait, on n'est pas loin du c'est évident. La plus grosse partie pour moi de ces biais émotifs, c'est déjà largement mis en place. La plupart des bitcoins maximalistes sont aujourd'hui dans la désillusion. En fait, bon, Bitcoin, on était là pour remplacer la monnaie fiduciaire, être un hedge inflationniste, tout ça. Et puis en fait, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Ils font des réserves gouvernementales pour imprimer tout autant de pognon qu'avant. Autrement dit, clairement,
Attention à donc tous ces biais de globalement aujourd'hui ça monte plus assez parce que les institutionnels manipulent le prix ou Dieu sait quelle connerie j'ai pu lire à droite, et ceux qui vont lutter à mort en mode de toute façon Bitcoin doit représenter 99% de la market cap crypto, et on va en parler après. Pour ma part c'est clairement le forecast inverse que j'ai en confluence de modèles, donc vraiment faire attention, je m'attends à une chute radicale de la dominance dans les prochaines années, on va en reparler. Puisque donc principalement un des arguments c'est que donc Ethereum suit ce même schéma disruptif, pas du tout sur la même base de valeur, puisque la proposition de valeur d'Ethereum, ça n'a rien à voir avec la crypto façon Bitcoin, stockage de valeur. Là, ici, on a dit, c'est un aspect de sécurisation cryptographique de n'importe quel processus computable. Hein, d'accord, on parle encore une fois de machines qui sont Turing complete, c'est-à-dire que n'importe quel raisonnement qui est fait et qui est synthétisable sous un langage de Turing peut donc être exploité sous un environnement EVM. Donc, c'est quand même, encore une fois, extrêmement important. Ça veut dire que l'intégralité de ces processus de calcul sont donc sécurisables sur un environnement EVM, et c'est peu dire, parce que c'est effectivement extrêmement important en termes de disruption dans le monde global et pas que le monde économique. Donc attention, et donc on a vu, pour moi, je vois clairement ces premières phases qui se sont clairement produites en 2021, donc décalées de près de 3 à 4 ans par rapport à Bitcoin, donc 3-4 ans en retard. Les résignations, capitulations, pour moi, se sont mises en place. Hein. Aujourd'hui, clairement, la finance traditionnelle, elle commence bien à comprendre que, voilà, et je pense que l'étape, c'est l'adoption globale de ces systèmes, et je pense qu'on est aujourd'hui ici. On est en plein dans la nervosité et le doute sur la partie investisseur historique Ethereum. On va en parler, le graphique, pour moi, traduit clairement de cette nervosité et doute sur la structure technique, et à mon avis, la prochaine, c'est donc qu'on va voir l'adoption réelle des acteurs institutionnels qui vont déployer ou directement ou indirectement sur les secteurs de l'EVM principal. Donc le L1 arrive comme une phase de couche de sécurisation avec une adoption, on va le voir probablement par rapport à des situations soit de scalabilité L2, soit des solutions tout simplement d'utilisation de la sécurité du L1 via les blobs. Hein. Encore une fois, les blobs ne permettent pas que de faire des L2 VM, ça permet de faire tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Et donc attention, puisque donc l'étape suivante, si on voit cette adoption, c'est que vous allez voir évidemment la désillusion de ceux qui sont là en mode Ethereum va rester pur, etc. Attention, Ethereum va s'institutionnaliser, il va s'hybrider. Hein. C'est important de bien comprendre ça. Bon, maintenant on fait un forecast sur 2026, donc moi je pense que 2026 c'est ça qui va se produire. Hein. Par rapport à la temporalité, c'est la seule chose que je m'attends à voir en 2026, c'est une adoption Ethereum. Pas nécessairement la désillusion, mais gardez-le en tête hein, dans le modèle, c'est probablement pour les années qui viennent derrière la désillusion à venir pour les investisseurs de base d'Ethereum qui risquent probablement donc de perdre une bonne partie des idéaux qu'il venait apporter là-dedans. L'autre chose, je vais très vite là-dedans, parce que là, bon, le modèle est en anglais, etc., mais bon, vous l'avez normalement déjà vu. Je rappelle donc 90% des blockchains aujourd'hui ne servent à rien, parce que les besoins auxquels ils répondent sont des besoins qui nécessitent soit des chaînes privées, soit des chaînes consortium / hybrides. D'accord ? La plupart des besoins qui sont aujourd'hui blockchainisés n'ont rien à foutre sur des blockchains publiques. Hein. J'espère que ça, ce sera très clair. On reviendra éventuellement sur ce modèle plus tard. Hein. Par rapport à la dérive de ce modèle, c'est-à-dire pour arriver justement à comprendre pour moi quelles sont les blockchains publiques, j'entends bien, donc celles sur lesquelles vous pouvez acheter les cryptocurrencies, les tokens natifs émis par ces blockchains, pour moi il me semble que donc on n'est pas du tout égaux. Alors je ne parle pas des tokens de protocole, qui eux sont donc des tokens de gouvernance de protocoles qui sont déployés sur des infrastructures publiques. Moi je parle déjà de dire, il y a plein d'infrastructures publiques aujourd'hui, il y a plein de cryptocurrencies natives qui pour ma part servent à rien. Donc il me fallait créer un modèle pour dire qui fait probablement du sens. Moi je me suis basé sur la résolution du problème souverain des blockchains, enfin pas souverain, du problème natif des blockchains, problème très connu des techno-guys de la crypto, c'est le fameux trilemme de la blockchain. À savoir, on est en fait techniquement contraint à l'impossibilité de résoudre un problème avec une seule solution qui permettrait d'être à la fois décentralisé, scalable et sécuritaire et sécurisé. Donc le problème, c'est qu'on est toujours obligé d'en avoir 2 sur les 3 et on est obligé de sacrifier le 3e pour en avoir 2. Ce qui pose ce problème. Et en fait, donc, moi, j'en suis arrivé à ce modèle-là pour dire, donc, si on est sur un modèle à 3 branches, dans un système de symétrie, généralement à 3 branches, c'est l'équivalent du triangle. Et dans un triangle, il y a donc 6 permutations qui permettent d'obtenir une symétrie. 3 rotations, hein, si vous faites tourner un triangle de 120 degrés, vous obtenez le même triangle, en fait. Il a la même forme exactement. Si vous repliez certaines des formes du triangle, vous obtenez évidemment encore une symétrie là aussi. Donc il y a 3 symétries de rotation et 3 symétries axiales. Ça fait donc, pour moi, je me suis dit, si on doit équilibrer la résolution de ce trilemme, donc un problème à 3 axes, a priori, il y a donc 6 blockchains qui devraient répondre à ce schéma-là dans un biais symétrique, c'est-à-dire donc il doit y avoir une symétrie axiale et une symétrie donc de rotation. D'accord ? Et moi, en obtenant ça, je me suis dit, ah putain, en plus, on a vraiment un schéma qui s'incorpore et qui semble correspondre à certaines propriétés que je vois aujourd'hui dans certains réseaux. D'accord ? Ça m'a permis de dire que donc sur l'axe de la sécurité, clairement, Bitcoin et Ethereum étaient en symétrie
par rapport à leur degré de capture de la market share sur certains paramètres. Donc on l'a dit, sur l'axe de la sécurité, il y a 2 blockchains pour moi qui dominent dans leur capacité à produire une sécurité de grande qualité, et elles font donc un trade-off par rapport à leur décentralisation et la scalabilité. D'accord ? Et à chaque fois, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce trade-off est en miroir. C'est-à-dire que le trade-off qui est fait par Bitcoin, c'est le miroir du trade-off qui est fait par Ethereum. Autrement dit, il y en a un qui va sacrifier un peu plus de scalabilité pour avoir un peu plus de décentralisation, et l'autre non. D'accord ? C'est vraiment important et bien de comprendre que par rapport à ce miroir, à chaque fois, il y a donc 2 solutions qui permettent de résoudre la scalabilité, 2 solutions qui permettent de résoudre l'axe de décentralisation. Parce qu'à chaque fois, il y a aussi un trade-off. Quand on sécurise sur une blockchain, soit on sécurise peu de transactions et avec une très forte valeur collatérale par transaction, soit on sécurise beaucoup de transactions. Et dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser, c'est donc un effet rayonnant, puisque, rappel, si on sécurise beaucoup de transactions, elles ne peuvent pas nécessairement se produire sur la chaîne primaire. Il faut donc, dans ce cas-là, utiliser une solution de scalabilité secondaire. On parle dans ce cas-là de Total Value Locked, de TVL. Et ça me permet de me donner donc des indices de mesure qui me permettent de savoir selon quelles métriques ces blockchains peuvent être valorisées. Donc on l'a vu, sur Bitcoin, je regarde la taille de moyenne de transaction. Pour moi, quelle est la blockchain aujourd'hui qui exécute des tailles moyennes de transactions les plus grandes ? Bitcoin écrase de façon incroyable n'importe quel compétiteur. Le compétiteur qui se trouve juste derrière lui, c'est donc Ethereum. Okay, et même chose ici dans le sens inverse, c'est-à-dire Ethereum, lui, c'est celui qui sécurise le plus de valeur. La valeur sécurisée par Bitcoin reste très marginale. Bitcoin, il est surtout utilisé en général comme collatéral, c'est-à-dire qu'il va servir de dépôt en lending pour emprunter autre chose. Voilà, par exemple. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, le deuxième axe, c'était celui de la scalabilité. Pour moi, c'est celui donc, qui s'est joué sur la bataille de 2021. Après la mise en place de la sécurisation d'Ethereum, s'est posé le problème de comment on fait pour scaler ce truc-là, puisque donc sur le L1, soit ça coûte 1 000 $ pour passer une transaction quand tout le monde veut trader en même temps, soit tout simplement ce réseau n'est pas viable. Donc c'est mis en place la scalabilité Layer 2, c'est la bataille pour moi qui est donc intervenue par rapport au problème qui est apparu en 2021, et toutes ces batailles qui sont venues pour résoudre donc le problème de la scalabilité d'Ethereum. Le côté maximisation du nombre de TPS, bon ici Solana et d'autres blockchains ont fait des paris pour y arriver, mais le narratif ici, c'est l'exécution parallèle. D'un autre côté, on avait donc d'autres solutions qui maximisaient l'interface utilisateur. On a vu ici pour moi les environnements optimistes, par exemple, qui sont donc des pseudo-tricherie crypto, hein, c'est toujours sécure cryptographiquement parlant, mais on est plus ici sur la trust assumption. On fait confiance à la bienveillance du système, et évidemment, donc on ne peut pas sortir du système pendant la période de challenging qui dure 7 jours. Donc il y a évidemment ici quand même pas mal de trade-off. Hein. Mais par contre, on a un environnement qui permet aux utilisateurs d'avoir des confirmations quasi instantanées, des exécutions extrêmement peu chères, et donc ici on a des solutions de scalabilité. Et reste donc le dernier axe. Donc selon ce modèle, pour moi, c'est la chose à résoudre aujourd'hui, puisque donc pour moi, le problème de la scalabilité est maintenant résolu. Hein. Reste à savoir, donc, on peut effectivement, comme on l'a dit, scaler de la solution EVM sécurisée par le L1 sans aucun problème, avec d'énormes capacités de scalabilité de transaction, mais il faut le faire dans un environnement optimiste, c'est-à-dire que là, malheureusement, on est obligé d'attendre 7 jours, et c'est pas vraiment très crypto, on est donc un peu enfermé dans un silo, c'est pas très décentralisé comme système, encore une fois. Ce qui me laisse donc à penser, quand je lis ce modèle, c'est que donc, a priori, le prochain cycle sera basé sur la maximisation des problèmes à résoudre sur cet axe de la décentralisation. Moi, je les entrevois au nombre de 2, à savoir donc d'un côté en opposition, et je rappelle donc ici c'est une symétrie par opposition, c'est-à-dire que c'est impossible d'être interopérable et privé. C'est un vrai trade-off sur la décentralisation qui pose problème. Parce que donc quand on a créé un environnement qui est donc distribué, d'accord, c'est-à-dire plusieurs blockchains qui sont décentralisés, se posent donc 2 problèmes. Comment on les interopérabilise ? Pour les interopérabiliser, il faut que leurs données soient publiques et qu'elles utilisent un standard. Là, encore une fois, on va parler d'environnement semi-public et permissionné. Autrement dit, comment est-ce que je peux te faire confiance pour interopérer si certaines de tes données sont privées ? D'accord ? Vous comprenez donc qu'il y a un vrai trade-off ici entre ces 2 fonctionnalités. Il est impossible qu'une blockchain maximise les 2, qu'elle soit fully interopérable avec le reste, tout en étant private. C'est pas possible. D'accord ? Donc là, il va y avoir un vrai trade-off et je pense que ce sera l'enjeu du cycle à venir. Donc si je résume déjà l'ensemble de ces modèles, c'est donc de comprendre pas mal de choses. C'est-à-dire que ici, on va avoir un trade-off qui pose le problème de dire aujourd'hui Ethereum est là, il est scalable via des solutions de layer 2, mais elles sont optimistes. Autrement dit, c'est plus des silos qui sont isolés pendant 7 jours. Et sinon, si on arrive à bridger de façon rapide sur ces systèmes-là, il faut en fait une tierce partie qui se porte garante. Autrement dit, si le but des cryptos, c'est de supprimer les tiers de confiance, mais qu'on en remet partout pour interopérabiliser des layer 2 optimistes, bon, en vrai, ça pue un peu... encore une fois, on n'a pas vraiment changé grand-chose. D'accord ?
Donc vraiment faire attention à ça. Il me semble qu'évidemment, donc aujourd'hui, la technologie qui arrive, ce sont les ZK Proof et les ZK EVM ou les environnements avec l'utilisation de technologies SNARK, qui me semble être très très clairement utilisés pour maximiser l'exécution, mais en maximisant la partie privacy. Le problème, c'est que ces systèmes sont très difficilement interopérables. Et on verra, donc c'est le gros système de challenge que Ethereum va essayer de résoudre dans les prochaines années. Ok, on est déjà à 25 minutes, donc beaucoup de choses. À revoir, donc ici très globalement, je passerai très vite, mais donc pour moi ce sont les fameux cas d'usage qu'il faudra prendre en lien donc avec les étapes de la révolution. Je rappelle, donc l'adaptation, c'est principalement la finance traditionnelle qui s'est extrêmement fortement opposée à Ethereum en 2021. Ça me laisse donc à dire que c'est à eux qui vont devoir s'adapter, et donc il est essentiel aujourd'hui pour moi donc de bien comprendre quel type de finance va venir on-chain. Et donc il y a ces trois types de finance, donc la finance d'entreprise, la finance institutionnelle et la finance qui est donc destinée au retail. Et ici, donc, vous avez différents types de banques, donc les marchés globaux. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute que ça finira sur de l'Ethereum, Layer 1+, L2, les banques d'investissement, les banques commerciales et les banques de détail derrière. Donc, à bien comprendre sur ces systèmes-là, donc la banque de détail et la banque privée ici. Donc, bien comprendre leur mécanisme et comprendre que donc ça, si vous tradez sur des protocoles, donc vous achetez des tokens de protocole particulièrement, donc choisissez de préférence ceux qui sont déployés sur le réseau Ethereum, puisqu'a priori c'est là que ça va se produire. Donc bien comprendre que là, les cas d'utilité sont limités. Trouvez des tokens qui sont spécialisés dans, par exemple, le lending, d'accord, ou qui vont être spécialisés dans les secteurs de private bank. Dans ce cas-là, vous allez chercher des produits qui sont en lien avec l'estate planning, portfolio management, tax and insurance services. Ça, ce sont les services qui vont donc venir migrer et hybrider la finance existante. Encore une fois, on ne va pas révolutionner le modèle de la finance, on va juste migrer le modèle de fonctionnement de la finance bancaire, avec donc les différents types de banques, les différents types de services, etc. Bien comprendre que ça, c'est un modèle qui sera extrêmement essentiel si vous voulez vous investir sur les protocoles du réseau Ethereum. Bon, la roadmap d'Ethereum, je vais tout de suite ici, on ne va pas en discuter, mais c'est un modèle que je montre juste pour dire, c'est une des roadmaps les plus complètes, les plus intelligentes et les plus réalistes qui existent dans la crypto aujourd'hui, d'accord ? C'est pas parce que je veux enfoncer le couteau de tous les autres qui soit font du vieux machin centralisé de merde qui à se demander si c'est réellement de la blockchain, ou alors concrètement, il y a plein de trade-offs qui sont faits à droite à gauche, sans parler de toutes les promesses techniques futuristes que font certains, souvent bien financés par des VC, et là clairement, je vais pas mettre les camps, je vais y aller direct, c'est pour moi du marketing. Ça revient à dire, il y a de l'investissement derrière, de l'investissement dette, qui doit donc trouver market fit pour bien refiler les tokens derrière. Ça, c'est le classico du j'ai investi pas cher, je vous vends une sauce qui est irréaliste, vous achetez comme des cons, et globalement, vous êtes ma contrepartie d'investisseur qui a fait un x200 dessus. Donc encore une fois, faire très attention à ces tokens VC qui vendent un futur complètement bidon, avec une structure technique qui est complètement, totalement à l'ouest. Tout simplement parce que, encore une fois, si tout le monde faisait ça, je veux bien, mais il y en a un ici qui fait tout extrêmement correctement, c'est Ethereum. Parce que la plupart des mises à jour que vous avez ici sont backées par de la recherche scientifique, pas des futurs technologiques de merde à la sauce VC et autres futurs technocratiques implausibles. Là, on est vraiment sur de la réalité scientifique, backée par de la recherche scientifique et pas des découvertes qui ont 2 mois, mais des papiers scientifiques qui, pour la plupart, ont 5 à 10 ans de mise en production et de reviewing et de peer reviewing scientifique. Donc, on est encore une fois pas dans la spéculation du futur, mais bien dans la faisabilité technique. On est dans la mise en pratique de systèmes de recherche existants depuis plusieurs années. L'autre chose dont il faut qu'on parle, donc, c'est de dire attention, le cycle n'a pas commencé. On voit bien ici par rapport à l'adoption de ces systèmes. D'accord, donc comme on l'a dit ici, c'est l'adoption tech enthousiaste. Là, c'est l'adoption visionnaire. La prochaine adoption, si je reviens bien sur le modèle, ce sont donc une adoption pragmatique des cas d'usage. On l'a dit, pour moi, principalement centrée sur la migration on-chain des systèmes de la finance traditionnelle et des autres systèmes de valeurs qui nécessitent de supprimer des tiers de confiance. Donc, il n'y a pas que la finance, mais ce sera probablement un des cas d'usage les plus importants. On l'a dit, d'un point de vue technique, je vais pas... Voilà, alors c'est un modèle, donc encore une fois, il peut se planter, mais je vais directement à l'essentiel. Pour moi, Ethereum est celui qui va sécuriser cette valeur-là. Comme on l'a dit en plus, cette valeur va probablement être produite de manière décentralisée, c'est-à-dire donc de valeur éclatée. Il y aura très peu de capteurs de valeur verticale dans ce cycle. D'accord ? Donc il s'agit bien de comprendre que les thématiques de ce cycle, si je ne me trompe pas, sont la privacy. C'est pas pour rien que vous aurez vu les Monero et les Zcash exploser. On va voir d'ailleurs, ce sont pour moi des précurseurs qui me montrent que le cycle est bien sur le point de commencer cette fois. Bien loin évidemment des pump and dump de merde à la Ripple et Solana, qui eux ne présentent pas du tout des caractéristiques d'interopérabilité cross-chain ou de privacy. Donc pour moi, c'était encore une fois complètement hors du cycle, essayer de rejouer la même musique du cycle 21, bien bourré à la sauce VC. Donc bien faire attention, ça sentait plus le pump and dump
pump et la manipulation des supplies, bien plus que le vrai démarrage du cycle. Côté développeur, quand ce cycle voudra bien démarrer, il devrait normalement nous amener donc vers une adoption massive qui doit se voir par non seulement donc de l'activité on-chain, des repos, d'accord, du vrai développement public, et on l'a dit, attention, il y aura beaucoup de développement privé également, mais ça doit se voir par du développement public, de protocoles open source qui vont se développer. Donc ça doit être visible. Pareil sur le nombre de développeurs qui viennent développer ces protocoles open source. Je veux voir ici une hausse. Donc attention, pour moi, comme je l'avais dit, 2024, c'était vraiment le faux pump. C'était le pump de Bitcoin, et certains tokens se sont amusés à se dire, je vais manipuler mon supply pour suivre la corrélation face à BTC. On le verra sur les graphiques. Tous ces tokens se ratatinent aujourd'hui marginalement face à Bitcoin. Et quand Ethereum va démarrer, si j'ai bien raison et qu'il démarre, ils seront dans l'impossibilité totale de suivre face à Ethereum. On en reparle juste après sur la partie technique. Donc vraiment faire attention. L'autre chose qu'on va noter, c'est donc pour ma part le signe qu'on a clairement aujourd'hui, on est à l'œuvre sur la partie pragmatique, on a de moins en moins besoin de monnaie VC. La plupart des protocoles aujourd'hui qui vont se développer demain et qui vont donc entrer en phase de croissance, même pour les réseaux, la plupart de ce financement aujourd'hui est fait par du financement on-chain. C'est financé par des bitcoins, par des ethers. Ça n'a pas besoin aujourd'hui d'aller lever des fonds VC de mode bien dégueulasse. Je m'attends quand même à ce que ce soit le cas parce qu'il est possible qu'il y ait quand même une bulle spéculative, mais on le voit bien et très nettement. Moi aujourd'hui, le financement VC n'est pas en phase de croissance. Donc vraiment de dire c'est important, on est en phase de maturité de l'écosystème. Fini le schéma bulle crack, je lance mes tokens de merde avec une FDV délirante et après je vous dump mes tokens de VC dans la gueule pendant le cycle haussier. On l'a vu aussi sur l'autre métrique, mais celui-là on le suit toutes les semaines, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus. On n'a pas eu d'alt season pour l'instant depuis 2021. Et pour ma part, c'est bien le signe que tout ce qu'on a vu depuis, ce ne sont que des pump and dump artificiels qui ont été orchestrés par des VC. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les tokens qui se sont envoyés pendant cette phase de faux pump en 2024 avaient tous une chose en commun, des supplies extrêmement centralisés et des levées de fonds financières privées extrêmement importantes par rapport à la market cap. Et donc l'autre problème, et le dernier dont on va parler, ce cycle, d'accord, à l'heure actuelle, si je prends uniquement les top 100 cryptos et que j'enlève donc les wrap tokens et les tokens adossés à du dollar ou etc., voilà la répartition. On est à 60... Alors là, donc, on enlève tout ce qui est au-delà du top 100. Hein. Pour moi, rappelle, les tokens qui sont hors du top 100, la probabilité qu'ils rentrent dans le top 20 demain est proche de 0, donc ils ne m'intéressent pas. Et je ne joue pas les petits tokens pour essayer de faire des fois 200 comme en 2021. J'y crois pas, puisqu'encore une fois, je mise plutôt sur une adoption pragmatique qui ne va pas, en fait, aller regarder au-delà du top 100. Hein. Donc pour moi, les winners de demain sont déjà là. Ils vont juste entrer en phase de production et de scalage, en phase de croissance, d'accord ? Donc croissance des bénéfices en vue de devenir même profitable derrière pour certains qui entreront donc en phase value, hein, c'est-à-dire là derrière des investisseurs de long terme qui vont se positionner. Bref, aujourd'hui, donc si on sélectionne le top 100, Bitcoin représente 65,5%. Autant dire, le reste n'existe pas. Hein. Ethereum représenterait 13%. Bon, moi je vous dis, ce cycle devrait être centré sur l'adoption d'Ethereum. Je pense qu'Ethereum va non seulement devoir challenger pratiquement la moitié, hein, donc je m'attends à ce que Ethereum pèse pratiquement la moitié derrière, mais pratiquement au moins autant que Bitcoin. Alors oui, je viens de balancer donc les normes. Je pense qu'à la fin de ce cycle, on risque de s'approcher bien plus près que les gens ne l'imaginent du fameux flippening. Est-ce que ce flippening aura lieu ? Je n'en sais pas. Il est possible que ça se produise de manière purement spéculative et vraiment ce sera plus un signe de fin de cycle qu'autre chose. Est-ce que Bitcoin peut être flippé par Ethereum durablement aujourd'hui ? Ma réponse est non. Maintenant, est-ce que Ethereum risque de se rapprocher à la parité de Bitcoin à la fin du cycle ? C'est fort probable que oui. On le verra d'un point de vue graphique là encore. Allez, c'est parti. Désolé, 32 minutes, c'était très long, mais il y a beaucoup de modèles ici à comprendre et je les ai encore simplement survolés parce qu'on va les recycler. Donc on l'a dit, première chose à comprendre, du coup, si ces modèles-là ont raison, qu'est-ce que je dois voir, du coup, effectivement, sur mes graphiques ? La première des choses dont on vient de parler, je dois avoir une dominance Bitcoin avec des signaux baissiers. Bon, clairement, c'est le cas. On a tous les signaux ici qui montrent qu'on a affaire à un range baissier. Simplement, on a construit des creux et sommets ascendants. C'est-à-dire que depuis la mise en place de 2021, comme on le voit, il n'y a pas eu de croissance autre que celle de Bitcoin. Hein, c'est clairement visible par la hausse en ligne droite de la dominance depuis. Ayant maintenu un creux ascendant, je reste pour ma part encore donc très timide sur le fait que je doute que Bitcoin ait la capacité aujourd'hui de casser durablement la zone des 40%.
D'accord? Ça veut dire que pour ma part, aujourd'hui, Bitcoin, on l'a vu, il était à peu près à 60 et quelques pourcents, et je pense qu'il peut perdre 20 et quelques pourcents là-dessus, mais guère plus. Je ne pense pas qu'on puisse aller très loin. Si on a dit, la plus grosse partie de cette adoption va se centrer autour d'Ethereum et des solutions et des protocoles autour d'Ethereum. Il me semble donc qu'une très large partie de la market cap qui risque d'être perdue par Bitcoin sera récupérée par Ethereum. On va le voir dans ce cas-là, donc mécaniquement, on doit avoir ici des situations haussières sur le graphique ETH-BTC. Ça paraît totalement logique. Mais donc, on doit avoir une dominance Bitcoin qui va baisser, mais encore une fois, ici, il y aura un plancher, pour moi, structurel. Sur ce cycle, je doute que Bitcoin cède bien plus que 20 points de dominance et qu'il se situe donc à 40% vers la fin du cycle. Ça veut donc dire aussi que mécaniquement, Ethereum ne peut pas s'envoyer dans la stratosphère nécessairement. Il va venir grignoter là-dedans, mais les points qui vont être distribués ne sont pas non plus interminables. Si Ethereum capture pratiquement toute la valeur, on l'a vu, au maximum aujourd'hui, la dominance Ethereum pourrait venir chatouiller celle de Bitcoin. Où on serait dans un monde où on aurait Bitcoin à 40%, Ether à 40% et 20% pour le reste. D'accord? Dans ce cas-là, on serait dans un monde hyper concentré, dans lequel, en fait, il y a tellement d'acteurs, d'accord, décentralisés qui se construisent, qu'au final, les investisseurs peinent à trouver un relais de croissance dans une multitude de diversités interopérables, et dans ce cas-là, ils risquent de revenir sur la valeur centrale, à savoir à dire, puisque toute cette valeur interopérable qui se déploie sur le réseau principal, et donc de la TVL, il est fort probable pour ma part que la matérialisation se fasse par un investissement massif sur Ethereum, à défaut de pouvoir capturer la valeur qui risque de se construire de manière très décentralisée. Ok, fini en fait les solutions de scalabilité centralisées où là vous pouviez juste acheter du Solana et ou acheter du token Base et Arbitrum. Là ça va devenir emmerdant. Vous allez voir en fait des L2 propriétaires dont la plupart risquent de se lancer sans token qui vont fleurir tous les matins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils auront en commun? Eh bien, ils risquent d'utiliser un stack open source de type ZK EVM et ils risquent surtout de poster des blobs sur le L1, tout en faisant grandir la nécessité de sécurité collatérale du L1 puisque la TVL risque de grandir. D'accord ? Donc vraiment important de comprendre, il est plausible pour ma part qu'une très forte partie de la valeur produite durant le cycle à venir se produise de manière tellement disparate et distribuée, voire carrément sous forme de valeur privée, c'est-à-dire ici très compliqué de venir s'investir en tant qu'investisseur public sur une infrastructure publique quand la capture de valeur est faite par le privé. Donc comme je vous dis, je pense qu'il y aura énormément de tokens qui vont se lancer dans des environnements permissionnés, voire sans token, d'accord? Là où vous n'aurez même pas la possibilité, en fait, de participer au réseau de création de valeur. Donc de la pure extraction de valeur privée. Et donc je me dis, dans cet environnement-là, il me paraît plus que plausible de voir effectivement une surperformance notable d'Ethereum. Dans ce cas-là, se pose la question, donc on va dire ici, donc, du ratio ETH-BTC. On l'a dit, si cette solution est viable techniquement, la première des choses qu'on doit voir, c'est effectivement un ratio ETH-BTC qui est extrêmement bullish. Et c'est bien ce qu'on voit ici, malgré la défonçade d'Ethereum, qui vient pour ma part ici pas de la perte de valeur d'Ethereum, mais plus de la prise de valeur du cycle de Bitcoin, alors même qu'Ethereum était dans sa fameuse question de la valeur, c'est-à-dire on était dans la question of value and pivot. Est-ce que réellement ce qu'on a vu en 2021 sur Ethereum, c'est scalable? Est-ce que le proto-dank sharding, c'est viable, etc. Pour moi, les solutions aujourd'hui sont clairement là. Je pense qu'on a passé le creux de la désillusion et qu'aujourd'hui Ethereum se réveille en la cour, alors slope of enlightenment, mais on va dire ici le réveil et l'illumination d'Ethereum avec une scalabilité en S-curve, c'est-à-dire là on va découvrir enfin qu'Ethereum est scalable et pas qu'un peu, et sans sacrifier encore une fois l'interopérabilité et la décentralisation, donc l'interopérabilité et le privacy. Et derrière, devrait s'en suivre après cette rupture technologique, d'une, l'écrasement de toute la compétition qui surfait sur la vague de Ethereum n'est pas scalable et tutti quanti, mais surtout une adoption réelle et durable qui va derrière s'étirer sur plusieurs dizaines d'années. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La hype sur Ethereum ne reviendra jamais au niveau de 2021. J'espère aussi que ça, vous le comprenez. Mais ce qui risque de faire monter Ethereum, c'est une vraie rupture technologique, l'écrasement de toutes les contreparties. Fini aujourd'hui pour un investisseur de se dire, mais en fait, il y a tellement de choix dans la crypto, en fait, il n'y a pas de choix, c'est Ethereum. Voilà. Ethereum étant la seule capture de valeur verticale dans un écosystème décentralisé, il est fort à parier que la large partie des investisseurs vont faire le choix de simplement investir sur Ethereum. C'est un peu le gaz, c'est de dire, dans une économie qui est en croissance, tout comme la révolution industrielle à l'époque, si vous vendez du pétrole, encore une fois, peu importe où va se créer la valeur, tout le monde doit utiliser du pétrole. D'accord ? Il me paraît ici évident que ce parallèle soit fait par beaucoup d'investisseurs.
Et surtout, une fois que la S-curve est faite, ce qui sous-tend encore la valeur derrière, pour dire ça ne va pas être une bulle et un crack sur Ether, la valeur sera soutenue parce qu'il y aura une adoption de long terme qui va émerger de ces systèmes-là. Après l'épuisement des pragmatiques, ce sont les conservateurs, ceux qui refusent la technologie jusqu'au dernier âge, qui vont finir par arriver. Pardon, il fallait les conservateurs. C'est ceux qui sont plutôt effectivement en mode je vais attendre que ce soit vraiment prouvé, etc., que tout le monde l'utilise. Et derrière, surtout, les sceptiques sont forcés d'adopter le système quoi qu'il arrive. Vraiment important de bien comprendre ça. Donc on a tous ces systèmes. Et surtout, donc on l'a vu ici, Ethereum BTC, à chaque fois on a essayé de poursuivre au-delà de la survente, on a tenté de casser des cycles de façon complètement linéaire. Encore une fois, pour moi ici c'était un entonnoir d'alignement de planètes très défavorable à Ethereum, donc avec un Ethereum qui doit résoudre des problèmes de solutions technologiques, qui doit donc prendre du temps pour les développer en production de façon correcte, pas juste encore une fois faire des promesses vides de sens et derrière de ne pas délivrer. Je rappelle que toutes les promesses qui ont été faites par Ethereum sont aujourd'hui délivrées. Ethereum ne ment pas, il ne vend pas des promesses futuristes débiles, mais il ne fait qu'appliquer des solutions technologiques prouvées par la science, tout simplement. Donc on le voit, fin de cycle, et malgré ici une tentative astronomique de survendre, aujourd'hui un rebond en V-bottom, un retour à la moyenne, et surtout des creux ascendants, qui me laissent à penser qu'Ethereum est quasi garanti aujourd'hui sur ce cycle de multiplier facilement, pratiquement x2 tous les rendements de Bitcoin. Donc comme on l'a dit, aller manger dans la dominance Bitcoin, ça me paraît assez essentiel. Donc pour moi, dans ce genre de situation, quand les bottoms sont créés par survente et qu'on est bien sur une notion cyclique, il me semble qu'ici on va au moins aller retester les contextes vendeurs, et je pense qu'on a forte chance ici, peut-être même d'aller challenger ce truc-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, pour aller chercher le flippening réel face à Bitcoin, on en est très loin, il faudrait vraiment aller casser ces structures-là. Donc moi, tout se joue ici. Il y a une énorme bataille dans les années à venir, peut-être en 2026, où vers la zone 0,08 Ether pour un Bitcoin, Bitcoin pour un Ether, se posera la question, en fait, de est-ce que cette zone résiste ou non. Si cette zone résiste, on l'a dit, pour moi, il n'y a aucune chance qu'on aille baisser sous les 40% de dominance. Ce qui m'invite donc à penser qu'en confluence, je pense que non seulement on va chercher cette zone, ça me paraît assez garanti. Par contre, est-ce qu'on la passera? C'est là que ça se joue. Si la dominance de Bitcoin passe sous les 40% et que cette zone est traversée en ligne droite, vraiment attention parce que là, c'est garanti qu'on va au flipping derrière. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a une forme de tergiversation, parce que je parie plutôt sur cette forme-là, dans ce cas-là, Bitcoin en dominance reste enfermé dans son triangle, donc des creux et des sommets, des creux ascendants mais des sommets descendants. Je pense qu'il y a de fortes chances que le ratio ETH-BTC fasse de même. Ça veut dire quand même qu'à ce stade-là, Ether va doubler, plus de doubler tous les rendements de Bitcoin. C'est juste pour dire ça. Voilà. Derrière, on en revient donc sur le positionnement de Bitcoin, puisque donc pour moi, Bitcoin a atteint les objectifs de ce cycle. La première zone de valeur pour moi vers la zone des 120 000 $. Pour l'instant, j'ai pas de signaux évidents de retournement. Il y en avait un qui était assez pernicieux vers la zone de février 2025. Comme vous voyez, on lui a déjà mis une petite poursuite. Pour l'instant, même si je pense que Bitcoin peut tout à fait rester là à un bon moment, on reste sur un schéma de creux ascendant. Il est même à penser qu'il est possible ici qu'on challenge un petit peu, mais tant qu'on vient pas clôturer pour moi durablement sous la zone des 70 000 $, il me semble, alors clôturer en mensuel, j'entends bien, il me semble que Bitcoin est surtout piégeux, mais je ne le vois pas en soi fournir un sommet viable de retournement de long terme. Techniquement, pour moi, ça ne semble pas vraiment plausible. Maintenant, attention, j'ai bien dit, si on s'amuse à faire des clôtures à 73K en mensuel, là, ça commence à sentir du cul et on va dire tout simplement le sommet sera fini. Mais c'est pas parce que Bitcoin ferait son sommet que ce serait le cas pour Ethereum. Parce que pour moi, Ethereum est en pleine rupture technologique. Maintenant, il est clair que si Bitcoin entre en bear market, ça va défavoriser concrètement Ethereum. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui risque de se produire? Je pense qu'Ethereum risque d'encaisser beaucoup mieux la baisse que pourrait subir Bitcoin. Maintenant, il est clairement peu probable pour ma part, vu le taux de corrélation historique entre ces deux actifs, que Ether puisse franchir une résistance alors que Bitcoin est en train de franchir des supports. Donc il me semble que si on a un reflux sur la crypto, on fait écho à ce qu'on a vu sur la première partie de la vidéo sur la finance tradi, si on se mange une vilaine récession stagflationniste bien dégueulasse et que tout le monde se désengage, ça risque de poser problème. Par contre, il s'agit de comprendre que ce qu'on a vu aussi dans la première vidéo, c'est que ce cycle correctif, récessif, probablement récessif, risque de toucher principalement les États-Unis, risque de dévaluer le dollar et risque surtout de se construire sur une base de prise de valeur autoritarienne, de prise de contrôle autoritarienne. Et si vous l'avez bien compris, dans cet environnement-là, pour moi, qui est le premier qui pourrait bénéficier de ça? Principalement les cryptos, étant des réseaux décentralisés qui échappent au contrôle autoritarien. Il me semble en fait que malgré la récession et éventuellement les contrôles autoritariens, donc tout ce qui va être contrôle de capitaux, etc., je me dis surtout, c'est limite bullish, en fait. Non seulement pour l'adoption, mais pas l'adoption juste de Bitcoin, l'adoption de la finance décentralisée. Comment peut-on aujourd'hui interopérer une finance mondialisée dans un monde qui se fragmente? Je fais écho ici plutôt au bouquin et à la crise de valeur, où je vous explique que pour ma part, en fait, les technologies qui sont proposées par Ethereum sont même essentielles dans un monde qui va évoluer vers ce type de tendance de fragmentation. Bref, bien de comprendre ça, ça me paraît hyper important. Donc, comme on l'a vu derrière, donc
dans le scénario dans lequel le sommet de Bitcoin serait là et que on irait commencer à enfoncer des supports dans les mois à venir, on l'a vu, c'est possible sur Bitcoin. C'est plus d'ailleurs en fait pour moi le scénario baissier, c'est plutôt si Bitcoin ferme la porte, ça risque de retarder encore. Mais il me semble que Ethereum ne pourra en aucun cas glisser sous ses moyennes. On va en parler. Ça veut dire qu'au pire, en fait, aujourd'hui, il me semble que Ether ne pourrait que perdre 50% maximum. Niveau qui a déjà été testé, et on va en parler ici sur les niveaux inférieurs. Il me semble que ce niveau a déjà produit un double rebond sur la moyenne. Il me semble qu'on n'y retournera pas une troisième fois. Ce qui me laisse à penser que je ne pense pas qu'on exploitera le potentiel de 50% de baisse sur Ethereum. Il risque de mourir sur cette zone médiane. Par contre, attention, si on s'amuse à réattaquer le sommet à 5000, c'est breakout garanti. Comme vous voyez le trend sine wave, pour pouvoir invalider ce breakout, il faudrait qu'on reste en bear market sur Ether jusqu'à à peu près 2027. Ça me paraît assez peu probable avec toutes les ruptures technologiques qu'on voit aujourd'hui sur ce réseau-là. Donc attention, rien n'est jamais garanti, mais bien de comprendre ça. Et quant à ce qui est de tout le reste, je vais à l'essentiel, d'accord ? Même si beaucoup le savent et je ne vais pas m'en cacher, j'ai été très bullish sur l'écosystème Cosmos pour les raisons que vous connaissez d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire pour moi c'était l'environnement natif qui s'était construit sur une interopérabilité souveraine depuis déjà plusieurs années. Hein, d'accord ? Pour moi ce narratif-là, Cosmos l'avait compris dès les années 2017-18 et une mise en production en 2019 avec des premières transactions IBC effectives donc en production dès 2020-21. Pour moi encore une fois, ils avaient des années d'avance pour des problèmes qui aujourd'hui se posent comme essentiels. Donc il me semblait qu'il y avait une vraie longueur d'avance, ce qu'on appelle les first mover advantage, qui pour moi sont des systèmes de valorisation, enfin sont des mécaniques d'adoption qui sont essentielles dans le principe de capture de valeur de market share. Donc il me semblait essentiel que dans la market share d'interopérabilité, celui qui avait le plus d'avance, c'était effectivement les clients light client et les solutions à finalité instantanée souveraines, entre guillemets, le Cosmos SDK et Atom étant la première de ces blockchains, c'était mon choix favori. Maintenant, concrètement, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, d'autres solutions arrivent. Donc, il va falloir se poser la question. Voilà. Est-ce que l'avantage stratégique de Cosmos aujourd'hui s'est réduit à peau de chagrin et il va réussir à se faire doubler par des compétiteurs ? C'est une possibilité que j'entrevois de plus en plus aujourd'hui. Ou est-ce que justement, il va y avoir un rattrapage massif de ce retard avec enfin une proposition de valeur alignée vers ce qu'il faut, hein, je vous rappelle, donc de l'interopérabilité, de la privacy. C'est ça qu'il faut sur ce cycle. Est-ce qu'en fait, l'écosystème public de Cosmos, avec des chaînes souveraines qui servaient souvent à pas grand-chose et avec des modèles économiques plus que bancals, était réellement la solution qu'il fallait pour l'écosystème Cosmos? La réponse est non, puisqu'aujourd'hui, cet écosystème de chaînes publiques Cosmos est pratiquement à la mort cérébrale. La plupart des chaînes sont en train de mourir ou pas loin de le devenir. Donc clairement, on est en plein ici dans une vraie question de valeur et de pivot. Hein. Donc pour moi, l'écosystème Cosmos, c'est soit effectivement derrière, on a une rupture technologique, la solution IBC et le Cosmos SDK sont adoptés comme des solutions de scalabilité, et on va en parler peut-être plus tard dans d'autres émissions plus techniques, mais vraiment en fait, il s'agit de comprendre que le Cosmos SDK peut tout à fait être plugué sur les ZK EVM. En fait, la Cosmos EVM, c'est une EVM qui est scalable et qui peut produire encore une fois des preuves zero knowledge, donc qui sont tout à fait capables d'être sécurisées par le layer 1, tout en ayant un consensus souverain qui permet de décentraliser ici la production des blocs. Donc bref, pour moi, il y a une très belle interopérabilité technique entre l'écosystème Cosmos et le VM, mais ce mariage n'a pas encore eu lieu. Alors qu'aujourd'hui, Ethereum est prêt de se lancer dans sa S-curve, est-ce que Cosmos en fera partie ou non dans un réveil technologique brutal en mode, au final, le Cosmos, c'était pas si pourri? J'en sais rien, mais c'est toujours la thèse que je soutiens. Maintenant, clairement, on va pas se mentir, les risques ont considérablement augmenté, et j'ai qu'à regarder le prix du token pour comprendre qu'aujourd'hui, plus personne ne fait le pari là-dessus. Maintenant, le problème inhérent, c'est que pour ma part, encore une fois, les gens font une analyse pourrave, parce que c'est pas pour rien, mais quelquefois, il faut analyser les market cap. Parce que tout simplement, la market cap de Cosmos, elle est très influée par rapport au prix, parce qu'il y a une énorme inflation de près de 10%, et surtout, quand je rappelle, les stakers reçoivent intégralement cette inflation, plus un bonus du coup, puisque un staker reçoit pratiquement 18% d'intérêt, au gré de ceux qui se font diluer de 10%, puisqu'ils ne stakent pas les tokens. Encore une fois, c'est pas de la monnaie magique créée ex nihilo, c'est tout simplement un transfert de valeur de ceux qui ne stakent pas vers ceux qui le font. Voilà. Bon, après, donc, comme on l'a dit ici, c'est vraiment un cas particulier. C'est pas que j'essaie de sauver mon token, mais juste de dire, je me suis clairement, violemment planté sur la structure de Wyckoff que j'avais marquée sur la partie Atom USD. Elle n'a pas eu lieu et elle a été complètement invalidée. Le problème, c'est que j'ai la même structure de Wyckoff aujourd'hui sur la market cap. On serait en plein dans le spring. Et si telle est la chose, d'accord, alors attention, je dis bien un gros si, d'accord. Pour moi, aujourd'hui, pour valider cette structure de Wyckoff, il faut que Atom en market cap récupère immédiatement les 2 milliards de dollars. Éventuellement, on fasse un retest, mais je rappelle, le retest est
c'est pas nécessairement obligatoire dans une structure de Wyckoff. Par contre, il faut fuser derrière en ligne droite, direction 5 milliards. Donc ça veut dire qu'il faut quasiment faire un x5 immédiat sur Cosmos pour justifier aujourd'hui une reprise de cette technologie d'un point de vue graphique. D'accord ? Et il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre choix. Maintenant, attention, on n'est pas sur une reprise en ligne droite qui doit se faire en un mois, etc. D'accord ? Il doit normalement quand même y avoir des oscillations. C'est pas le moment où le marché est bullish. Je rappelle, dans une structure de Wyckoff, dans toute cette partie-là, le marché sera bearish. Il sera baissier, donc ne vous attendez pas à avoir des news positives sur Cosmos, allez voir faire les headlines et à devenir les trending tokens sur CoinMarketCap. Par contre, normalement, ici, c'est là que les gens doivent commencer à réaliser qu'en fait, il y a quelque chose, qu'il y a une structure de valeur, qu'il y a une proposition de valeur, et la ressortie par le haut du sign of strength sera pour moi donc la confirmation que Cosmos s'est bien réveillé et qu'elle entre en rupture S-curve. D'accord ? Maintenant, encore une fois, je le redis directement. Ce n'est pas une croyance, ça n'est pas non plus une structure technique, puisque là encore une fois la structure technique des patterns de Wyckoff est très rare, et encore une fois, comme on l'a pu le voir sur la façon de cette même pattern qui s'est produite sur le atome USD, ces patterns ne sont pas garantis de succès. Je dis simplement encore une fois que soit on va chercher les étapes de maturité, et dans ce cas-là, normalement, ça sera la résultante de cette fameuse S-curve technique, mais j'entends bien ici encore une fois, pour moi la Wyckoff ne peut se produire que si la solution technique est la bonne. Et je n'ai pas la réponse, honnêtement. J'ai été convaincu de la viabilité de la structure technique de Cosmos depuis des années. C'est pas pour rien, encore une fois, et ça n'a rien à voir avec un ego personnel. C'est juste que, encore une fois, je comprends comment fonctionnent ces systèmes, j'ai fait énormément de recherches, et encore une fois, beaucoup de choses convergeaient vers le fait que je ne voyais pas de structure alternative capable de faire mieux. Donc je me suis dit, pour moi, c'est là qu'on va. Maintenant, on va pas se mentir, beaucoup de déceptions. Ça ne veut pas dire invalidation, parce que pour moi, la structure technique, je ne vois toujours pas en fait de concurrent capable de réellement remplacer la solution de valeur proposée par Cosmos. Est-ce que ça va enfin dans la bonne direction ? Oui, mais pas du tout avec la bonne vitesse. La communication est toujours à chier. Enfin bref, il y a énormément de problèmes structurels. Maintenant, soit ces problèmes sont résolus et la structure technique était bien la bonne. Et pour moi, la seule solution aujourd'hui de relever ce projet, c'est de compléter une structure de Wyckoff, c'est-à-dire on serait en train de vivre le pire du pire, ce serait un piège, il faudrait réintégrer ce support et filer tout droit direction la résistance. Ça nécessite que ce token fasse donc un x5 pour aller chercher au moins la première résistance. Et de comprendre qu'il faut donc être capable derrière, après le x5, de faire x9, 10, 15, etc. D'accord ? Donc bien de comprendre qu'ici, on ne fait pas des x9, x15, x20 sans qu'il y ait une structure de valeur derrière. D'accord ? Ou alors c'est pump and dump de merde avec des tokens où en réalité il n'y a que 3% du supply qui circule et on vous fait à peu près ce qu'on veut avec le prix du token. Non, là c'est pas le cas. Le token supply d'Atom il est dilué aujourd'hui. Donc si ça remonte avec une Wyckoff, ça ne vient que de la structure technique. Donc j'entends bien qu'ici c'est pas de dire oui mais il est encore en train de nous recycler son Wyckoff. Non, c'est l'inverse. Je dis la seule solution pour laquelle ça puisse fonctionner, c'est que la solution technique soit la bonne et que tout le monde se réveille d'un coup avec une rupture technologique par de l'adoption qui va suivre et qu'en fait ça doit immédiatement se voir. Et je dis plutôt que si la technologie est la bonne et que je ne m'étais pas trompé, ça ne peut aujourd'hui que se produire selon une seule et unique façon à travers le prix, c'est la complétion d'une structure de Wyckoff. D'accord ? C'est vraiment essentiel, j'entends bien de ça. Sinon, c'est invalidation, point barre. Ça veut dire qu'on a cassé le point bas de cette structure de range, pour moi, qui ne devait pas être cassé. J'avais donné ce niveau, pour moi, on ne devait pas casser sous les 2,5-3 milliards. On est aujourd'hui largement installé sous ces valeurs. C'est clair, net et précis. Soit mon diagnostic était mauvais, et je le redis encore, j'ai fait énormément, et j'ai pris énormément de temps en introduction de cette vidéo pour vous dire qu'encore une fois, je ne connais pas l'avenir et que je me trompe, évidemment, parfois, comme tout le monde. Donc peut-être que je me suis trompé ici, et je l'admettrai pleinement. Mais il s'agit bien donc de comprendre qu'il y a encore une probabilité de réussite. C'est pas que je m'accroche à des machins, je dis juste, soit j'ai déjà eu tort, et il ne reste plus qu'à attendre que ça se produise de façon prix, ça tendra vers zéro à travers le temps. Mais sinon, encore une fois, rappelle aujourd'hui, la fondation a 600 millions de dollars de trésorerie, principalement en Bitcoin et en Ether. Donc encore une fois, si Bitcoin et Ether continuent de monter, la trésorerie monte. Et comme il y a 600 millions de dollars de valeur dans la trésorerie, en fait, aujourd'hui, on est en train de valoriser le projet entier simplement 2 fois la trésorerie. Donc c'est juste pour dire quand même, à un moment donné aussi, ce token a une valeur plancher, puisque donc il y a quand même une trésorerie. Donc on fait attention à tout ça aussi. Il me semble encore une fois que certains tokens sont valorisés un peu n'importe comment. Bon, très grossièrement, après, je fais le cas de Monero sur la partie privacy. Bon, là, encore une fois, on va pas se mentir. Je vous avais déjà dit, moi, que je chargeais Monero sur la zone à partir de la zone des $200. Bon, voilà, comme d'hab. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les ruptures sont faites et consommées. Alors, attention, les bougies doivent encore clôturer, mais je m'en fiche. Juste pour dire, voilà, pour moi, le gros range accumulé depuis toute la vie de Monero, les fondamentaux sont aussi à la hausse sur Monero, sont aujourd'hui en train de casser. Donc, j'ai cassure des fondamentaux, adoption visible on-chain, adaptation à mon modèle, tout
tout ce qu'il faut, structure technique, utilité. Je rappelle encore une fois, les blockchains privées intraçables sont absolument nécessaires. Maintenant, elles ne peuvent pas valoir des centaines de milliards de dollars non plus. Donc attention, Monero ne pourra pas aller to the moon, bro. Mon modèle personnel, c'est que si Monero atteint 3 à 5% de la valeur de Bitcoin, d'accord, ce sera pour moi un signe évident qu'il faut swapper en Bitcoin. D'accord. Et le modèle que j'utilise ici, ce sont donc des données récoltées qui disent qu'en général, l'économie souterraine, donc les marchés noirs, etc., représentent généralement 3 à 5% des économies. Voilà. Et que les économies sont dysfonctionnelles si on sort de ce ratio. C'est-à-dire au-delà de 5% de marché noir, c'est que tout simplement le marché ne fonctionne pas du tout. Dans ces pays-là, on parle généralement des pays où les taux de corruption sont extrêmement élevés, etc. Voilà, donc c'est ce modèle-là que je vais utiliser ici, donc un modèle macroéconomique qui dit que dans une économie normalement fonctionnelle, il y a 3 à 5% de marché noir. Et il me semble donc que dans une économie crypto-fonctionnelle, il doit y avoir un privacy token public, décentralisé, open sourcé, etc., qui doit normalement au maximum représenter donc 3 à 5% de la valeur crypto totale, j'entends bien. Donc 3 à 5% de Bitcoin, je m'inquiète déjà fortement. Si on va atteindre 3 à 5% de la crypto totale, là clairement c'est red flag total, je me libère de tout ce que j'ai. Voilà un peu l'idée. Écoutez, voilà, messieurs, ce sera tout. Donc, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait une alt season. Donc, c'est-à-dire, je pense, l'alt season, c'est la surperformance face à Bitcoin, d'accord. Donc, moi, le message est clair. Je pense qu'il y aura beaucoup de tokens qui vont surperformer Bitcoin, parce que je pense que Bitcoin a fait une large partie de son chemin. Il est sur une phase d'adoption lente, très longue, qui va continuer encore pendant longtemps. Je ne pense pas du tout que Bitcoin a fini de faire des creux sommets ascendants. Maintenant, est-ce qu'il a déjà fait le plus gros de son chemin sur ce cycle? Pour moi, la réponse est oui. Le plus gros du chemin à faire maintenant, c'est Ethereum, qui doit non seulement prouver sa valeur à travers la rupture technologique de sa solution de mise en production, mais surtout, ça doit être une adoption massive des disrupteurs, des disruptés, qui doivent tout simplement s'adapter en utilisant, tout en évidemment évitant les biais classiques de c'est back to business. En fait, on poste des blobs et puis on continue à faire de la réserve fractionnaire et à prêter le pognon à droite à gauche n'importe comment. Non, encore une fois, ça va devenir très compliqué. Ceux qui vont s'amuser à se venger et à punir les détenteurs de tokens Ethereum, ça, c'est vraiment la connerie à pas faire. Mais attention d'un autre côté, ceux qui possèdent des tokens Ethereum et qui s'attendront à les voir valoir des millions de dollars, attention encore une fois les gars, il faudra peut-être revenir à la réalité. Et ceux qui dénonceront l'adoption des institutions et qu'en fait au final c'est plus vraiment un réseau peer-to-peer et que ça devient un gros réseau d'entreprises machin, et je pense qu'il faudra s'y attendre. Encore une fois, si vous êtes un cypherpunk avec une vision idéalisée du futur, n'oubliez pas que vous allez probablement vous tromper et qu'après en plus ça semblera évident. Voilà un petit peu l'idée. Et donc pour tous les altcoins, je le répète, pour ma part, surperformer Bitcoin, oui pour certains, et pas ceux qui se sont envoyés comme des brutes pendant la fausse manipulation en pump de 2024 qui suivait dans ce cas-là la hausse de Bitcoin, qui pour moi suit son cycle qui lui est propre. Les altcoins qui ont tenté de suivre Bitcoin en mode grosse hype avec des tokens centralisés et des pumps plus ou moins artificiels, sans adoption réelle, ont joué un jeu très dangereux et j'avertis, pour moi ces tokens au mieux pourront maintenir leur niveau face à Bitcoin. Je doute qu'ils soient capables de les surperformer. Par contre, face à Ethereum, je pense qu'il y a très peu de tokens qui seront capables de suivre la marche. Si Ether capture une grande partie de la valeur comme je le pense, il y a très peu de tokens qui seront capables de surperformer Ethereum. Voilà, c'est la leçon pour moi de ce cycle à venir sur 2026. Est-ce que je pense que ce cycle va se lancer sur 2026? Je pense clairement que oui, parce que tous les prérequis sont là, d'un point de vue technique fondamental. Le problème, on l'a dit par contre, c'est peut-être le timing de l'arrivée imminente d'une récession aux États-Unis qui risquerait de ralentir. Maintenant, pour ma part, je pense que la nature de cette récession, catalysée par des concentrations autocratiques, risque justement peut-être d'alimenter encore plus l'adoption légitime de ces systèmes décentralisés. Et sur ces belles paroles, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne fin d'année à venir pour 2026. Voilà les modèles que j'utilise, les forecasts que j'en fais. Et donc, sur Ethereum, les targets, parce qu'il faut quand même finir dessus, c'est le seul, je me rends compte qu'on l'a complètement oublié. Si Ethereum entre en rupture, c'est rupture des 5000. Premier objectif technique, la zone des 11, 12 000, 11, 13 000 $. Éventuellement, en objectif étendu, si vraiment, parce que si on utilise la stratégie de vague 5 étendue, d'accord, donc sur Ethereum, si on a, c'est ça. Je vais vous lire quand même donc, le contexte psychologique. Dans un marché en vague 5 étendu, le marché se comporte d'une manière assez piégeuse et la psychologie sera le facteur déterminant. Il faudra rester très patient car le fait que le marché rejette 2 breakouts, puisque cette structure crée un premier breakout qui sera retracé intégralement jusqu'au niveau de ce breakout, crée un deuxième breakout qui sera lui retracé intégralement jusqu'au niveau de l'overlap du premier sommet. On va le voir sur le prix d'Ethereum, c'est exactement ce qui s'est passé. Et dans ce cas-là, la partie 3 sera donc en soutien de cet overlap. Un troisième breakout sera réalisé et celui-ci sera excessif.
Je poursuis. Il faudra rester très patient car le fait que le marché rejette ces deux breakouts pourra vous faire douter sur l'existence de la tendance. Celle-ci n'arrivant que dans la phase finale, elle se fait le plus souvent avec un V-top. La structure sera donc excessive. N'ayant pas d'excès final sur le sommet, il faudra récupérer ces profits sur des niveaux arbitraires. Il est essentiel de comprendre que sortir au meilleur prix ne sera pas possible. Il est même recommandé d'utiliser une sortie en palier avec plusieurs ordres limites. La V5 prend une forme excessive sur son dernier breakout. Ne soyez pas surpris ni surexcité. Appliquez votre plan de gestion. Voilà Ethereum. Le premier breakout de 2018, suivi d'Ethereum, retracé intégralement jusqu'à son niveau de breakout. Le deuxième breakout opéré en 2021, retracé intégralement jusqu'au niveau d'overlap, jusqu'au fameux sommet de 2017. Vous voyez donc les fameuses étapes de la vague 5 étendue. Si on fait le troisième breakout ici, il sera donc excessif. Ok, ce qui m'invite à penser qu'en target excessive, je dois donc, comme je vous l'ai dit dans ma stratégie, définir des niveaux paliers arbitraires dans lesquels j'utilise deux méthodologies, les extensions en log et les extensions classiques de la vague précédente, qui me donnent des zones de confluence vers cette fameuse zone des 12 000 et une zone en extension vers les 20 000. Ce sera donc pour moi deux zones sur lesquelles des take profits partiels seront opérés de façon purement arbitraire, puisque vous l'avez compris, j'applique ma stratégie. On aura donc la fameuse rupture finale d'Ethereum qui sera excessive, qui se retournera en V-top, et encore une fois, il s'agit d'une tendance. La différence, c'est qu'une tendance ne va pas installer une bulle. On ne reviendra plus jamais dans les zones de prix qu'on connaît actuellement. Et ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Voilà la confluence donc de tous les modèles fondamentaux, de toutes les notions techniques, les dominances, les ratios chart, les puissances relatives de Bitcoin, les puissances relatives des structures techniques qu'elle représente. Donc pour moi, Bitcoin, creux sommet ascendant, et je ne vois pas du tout le moindre signe de fatigue de cette tendance de long terme qui n'ont pas de structure nécessairement autre que creux et sommet ascendant. Bitcoin ayant déjà fait son sommet ascendant, ayant maintenu son creux ascendant, soit il s'arrête ici, il fait une pause et il retrace chercher un nouveau creux dans les années à venir, soit il se maintient un petit peu en lévitation avant de retracer à terme. Mais de toute façon, la volatilité des cycles de Bitcoin se réduit au fur et à mesure, évidemment, que les impacts des halvings se réduisent. Ether, comme on l'a vu pour moi, c'est une structure de tendance qui prend une forme alternative. Et donc, comme on l'a vu, les phases préliminaires sont très piégeuses. Elles font douter énormément de participants sur la viabilité de la tendance. Maintenant, si j'ai raison et que la rupture technologique est là devant nous dans les années qui viennent, dans le mois et années qui viennent, Ethereum va rompre sa vague 5 étendue et va entrer dans la dernière phase de rupture verticale extrêmement excessive. Et beaucoup de gens vont malheureusement vont s'y opposer. Et ce sera une énorme connerie puisqu'on l'a dit, si vous vous mettez en face de ce truc-là, en mode vengeance et punition, ça va faire très très mal aux dents. Vraiment faire attention à tout ça. Maintenant, si vous avez des targets du futur en mode Ethereum à 500 000, etc., faites très très attention avec ce genre de forecast. Pour tout ce qui est altcoin, je vous l'ai dit, je pense qu'il est possible pour certains d'arriver à surperformer Bitcoin. Petite alt season entre guillemets, mais alors ceux qui veulent surperformer Ethereum alors qu'il va rompre une vague 5 étendue, bon courage. Autrement dit, pour ma part, Ethereum risque d'être le pure play de ce cycle, et bon courage pour arriver à trouver des altcoins qui vont le surperformer. Voilà le message. Allez, ciao ciao.